Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Oui, je suis de retour. Il y en a certains, ils ont repéré qu'au bout de 2 semaines, il se passait bien quelque chose. Comme chaque année, j'ai besoin de faire ma coupure, de revenir aux choses simples du monde. Petite balade en forêt, retrouver la famille, faire un voyage. Ça permet de se requinquer, même, moi c'est mon cas, j'apprécie beaucoup monter dans ces montagnes. Après l'effort, le réconfort, le paysage qui est là, qui est finalement un moment d'admiration, de waouh, nous sommes tout petits face à l'environnement, et en même temps on a cette puissance sur ces montagnes pour en faire des sentiers, ou bien pour d'autres carrément aller y habiter. Tout ça mène à des tas de réflexions, aussi permet de reprendre des bonnes énergies, revenir de façon positive avec de l'espoir, puisque la planète n'est pas si sombre que ça, il existe encore de beaux endroits, de belles personnes à rencontrer et beaucoup d'aventures à mener. C'est pourquoi, pendant ces vacances, je vous ai fait un post à un moment et je vous ai dit, à mon retour, la première chose, c'est qu'on parlera également de la question métisse. Un sujet dont nous avons déjà parlé, mais j'étais plus vaste lorsque je vous ai parlé d'identité. On avait René Martial qui nous a écrit Les Métis. Ça n'a rien à voir, c'est aussi une autre époque, avec un peu moins de savoir, beaucoup de croyances en revanche, et à partir de là, on pensait hiérarchiser ce qui était nommé les races, entre autres, par le groupe sanguin, mais aussi, entre autres, l'apparence, la craniométrie. Il y en a d'autres qui faisaient l'étude des bosses, la phrénologie, et on en est arrivé comme ça à vouloir catégoriser les humains de différentes façons. Mais on remarquera quelque chose de très intéressant. C'est qu'au fur et à mesure de nos progressions, là où nous sommes partis en exploration il y a déjà fort longtemps, pour s'installer ailleurs, obtenir un meilleur endroit pour vivre, une sorte d'entropie, être en bon lieu pour pouvoir fonder la famille, pourquoi pas de cette petite société l'agrandir et faire quelque chose de plus vaste, au point où nous en sommes arrivés après à des modèles que l'on nomme de l'ethnie, c'est-à-dire de l'appartenance à une certaine contrée, et celle-ci, en fait, par les humains qui ont résidé dessus, entrés en contact des fois avec le monde, mais venus avec leur propre mode de vie, que ce soit alimentaire, également vestimentaire, dans les rites, dans les calendriers, et comme ça on peut ajouter bien des phénomènes qui sont des constructions de l'ordre humain, nous avons vu du sociétal se faire. Après le côté social des apports humains, nous avons eu des sociétés qui sont formées et qui ont produit des systèmes. Et c'est là où ça a varié, et pour certains c'est devenu avarié, si on fait un jeu de mots quant à l'alimentation, puisqu'il y a des idées qui étaient bonnes, qui ont permis finalement de faire perdurer l'humanité, de faire des progrès en hygiène, en sciences, en façon également de se comporter avec les autres, en alphabétisation, cette force-là de pouvoir exprimer intégralement ce que l'on pense, ce que l'on sent, nos besoins. Tout ça, ça a amené après ce qu'il y ait des tribus qui se forment. De ces tribus, nous en avons eu des élévations quant aux langues, puisque certains sont venus à apprendre, et c'est comme ça que le commerce, entre autres, pouvait s'accentuer, ou encore les rapports d'échange lorsque c'était encore du troc. Quoi qu'il en soit, des petites communautés entraient en contact entre elles, elles avaient peut-être des aliments qu'elles produisaient à échanger contre du bétail ou inversement, et il y avait ce rapport-là où il fallait beaucoup d'intermédiaires, et c'est comme ça qu'également on voyait s'exercer après des sortes de corporations pour défendre certaines choses. J'accélère un peu les phénomènes de l'histoire, mais c'est pour comprendre ce qu'il en est à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'ethnie et de culture, on s'en remet à un peuple résultat. Le résultat de la France, ça serait normalement un peuple de pigmentation blanche plutôt en majorité, avec quelques apports dus au métissage d'intermédiaires et de ceux qui sont venus chez nous par exemple, soit pour travailler, soit encore pour s'installer, ou bien même pour combattre dans les rangs armés, ce que l'on avait même pu voir avec d'autres empires à des moments fort différents. Mais donc, nous comprenons par l'ethnie et l'identité qu'une culture se définit par un peuple, et qu'il y a une majorité qui en sort, et c'est cette majorité, on va dire, qui est censée, je ne sais pas, quand je vais en Afrique noire, eh bien de ne pas être dépaysé avec des Asiatiques, ou encore avec des Américains ou des Européens.
D'accord? C'est comme ça qu'on a vu que tout naturellement, il y a des barrières à moitié, il y a des différences de culture qui sont installées. Et donc à travers la planète, malgré des fois des expositions solaires qui pourraient en soi changer la mélanine, nous avons vu des vastes régions du monde être concentrées de peuplades noires, d'autres de peuplades par exemple maghrébines, arabes, et puis comme ça on peut remonter aux asiatiques en passant par, après, vers l'ouest, les Européens. D'accord? Et donc on a vu des majorités qui sont assemblées. Les humains, ils ne sont pas arrêtés là. C'est-à-dire, ils ne sont pas contentés uniquement de frontières qu'ils avaient établies sans forcément les dessiner lorsque la map monde n'était pas intégralement proposée avec le système, entre autres, de longitude, de latitude, avec ce genre de procédé-là, de technique en question. Les humains ont révolutionné, entre autres, ce qui est de l'ordre de la navigation. Ils ont inventé les bateaux, ils ont accentué comme ça les commerces, au point même de faire des traites d'êtres humains, d'en mettre dans les cales, d'en voir certains mourir de maladies ou de même sous-nutrition parce qu'il n'y avait pas assez sur le bateau par rapport à sa possibilité de transporter tant de poids, entre autres, et de pouvoir aller jusqu'à la destination. Mais on a vu comme ça des échanges, des missionnaires partis à l'aventure afin de découvrir la manière de vivre des autres sans s'imposer. Et petit à petit, de ces révolutions industrielles, quelque part où on voit que on a cette révolution qui arrive avec la vapeur, poursuite du charbon, avec encore ce qui adviendra par la suite et l'électricité. Ça y est, ce n'est plus seulement la marchandise que l'on déplace plus vite, c'est les humains également. Les voyages offerts au plus commun, on va dire, des mortels. Et tout ça va entraîner à ce qu'il y ait finalement des déplacements de population, au point même où on en retrouve après, beaucoup plus récemment dans l'histoire, par le plan Kalergi, l'idée d'un universalisme qui viendrait à s'établir par un métissage. Ce que nous écrit Kalergi Richard Koudenov, c'est les négroïdos européens. D'accord, c'est un souhait, puisqu'il y avait d'anciennes colonies, il fallait essayer de trouver un moyen de transformer ça en quelque part une extension du pays. D'accord, faut pas les différencier, il faut les implémenter, les ajouter dans l'Empire. D'accord, comme ça ils en font partie, ils ne deviennent pas les adversaires, et petit à petit on peut hiérarchiser les choses, les ordres. Et on retrouve donc dans ces systèmes de colonisation, etc., cette idée-là, après, d'un métissage. D'accord? Mais on pense que c'est nouveau. Nous, quand on l'étudie comme ça, on se dit, c'est vrai qu'avant 1900, avant le XXe siècle, question de métissage, ça devait être extrêmement rare, ségrégation et ce genre de choses. Et pourtant, nous retrouvons des maîtres d'esclaves qui peuvent se marier des fois avec certaines. D'accord? Et très rarement aussi des hommes qui pouvaient comme ça sortir de l'état d'esclavage pour aller se marier avec des blanches. Et ça a permis, ni plus ni moins, à ce qu'il y a à un certain moment, notamment la communauté de l'Ami des Noirs, enfin des Amis des Noirs, etc., qui se mobilisent, même avant encore ce qui précédait dans les années 1800, même un peu avant, pour faire valoir du coup ces nouvelles unions, qui aboutissaient eh bien, à des êtres qui ne sont ni totalement blancs, ni totalement noirs, entre autres. Et c'est ce qu'on va nommer par la suite les métismes. Pour certains, après, il va y avoir un conflit dont on va parler, qui est ce qu'ils nomment en termes anglais par les Américains, le colorisme. Et le colorisme, c'est qu'il faut absolument se détacher, on va dire, comment je pourrais dire ça. En fait, si tu nais trop blanc, tu seras obligé d'être avec les blancs. Si tu nais trop noir, eh ben, tu devrais être considéré comme tel. Et attention à ceux, des fois, qui viendraient à être dans une sorte de trahison, ils seront mal vus. En fait, tu peux pas vraiment vivre ta vie. Il y a toujours cette idée de vivre comme des blancs, de vivre comme des noirs. Mais que faisons-nous donc de ces intermédiaires ayant hérité normalement de deux cultures? Ça, c'est ce qu'on a déjà posé comme problème sur la table depuis un long moment, c'est un croisement, ça donne déjà deux cultures. Lorsque l'enfant est métis, est-ce qu'il ne va pas faire un mélange et finalement travestir et l'un et l'autre? Et au passage, si par exemple, je ne sais pas, imaginons c'était un Européen avec une Africaine, ça obtient un résultat. Ce résultat-là, s'il se mélange avec des Asiatiques, en 2-3 générations, c'est un sacré bordel en termes génétiques, un sacré bordel en termes d'arbres généalogiques et également de culture. Parce que les enfants, est-ce qu'ils vont s'adapter
au lieu où ils vont naître, et donc ne pas prendre la culture de ce qui serait étranger, ou vont-ils faire un mélange et de ce résultat, eh bien, au fur et à mesure, normaliser, on va dire, une transformation de la société. Et là, certains diraient que l'idée d'identité même relève d'un mythe. Genre les Français, il n'y a jamais eu d'identité. Par exemple, il y avait plusieurs zones qui existaient, les Francs avec les Wisigoths et bien d'autres encore comme ça, qui se bataillaient un peu le terrain, plus les Romains qui pouvaient également, à d'autres périodes, se présenter face aux Celtes. Vous voyez, bref. Chacun peut essayer de remonter à un moment de l'histoire, entre autres pour le territoire français qui est tout petit, et dire, moi je me ressens par exemple plutôt romain, l'autre dira je me sens plutôt celtique, bref, vous comprenez, c'est comme ça que on n'arrive plus vraiment à définir eh bien, ce qui caractérise le peuple. D'accord ? Mais on a repéré quelque chose quand même, c'est que la manière de vivre des Africains, par exemple, avec leur marché, leur façon de manger, en gros, par rapport à la religion, entre autres, et bien d'autres comme ça, choses, même les tenues vestimentaires, pour certains ça va être le voile, pour d'autres ça va être le boubou, ou encore on va avoir comme ça le côté d'être sapé avec plein de couleurs, ce qui n'était pas forcément dans notre façon de procéder. D'accord ? Donc on essaye de faire un état de transformation, et c'est là toute l'idée de la question métisse, comment également ce qu'on nomme aujourd'hui diversité, minorité visible, sont en réalité des mots qui ne veulent rien dire, parce qu'au fur du temps même la minorité visible finalement elle sera white quelque part, on a comme ça toute cette idée d'émancipation aussi de ceux qui sont rejetés ou vus comme inférieurs. Leur seul moyen de pouvoir s'inclure, c'est le métissage. Et après, l'enfant, pareil, qui peut émanciper, du coup, puisqu'il a une partie de sang blanc, par exemple, les juifs, les noirs et tout ce que l'on veut. Ce qui sera porté d'ailleurs par la Révolution française, entre autres. Je propose, après 10 minutes, de faire le début. Et il y a tellement de choses encore qui vont aller avec, vous allez voir. Page numéro 9. Alors je revendique l'identité d'un être original, mixte, et au-delà prêt à savourer toute la valeur de cette chose unique qui s'appelle le dialogue. Un dialogue ouvert. Enfin, disons que cela devient au moins possible. C'est en voyageant à l'étranger que j'ai compris à quel point ce que je viens de décrire est exceptionnel, à quel point la situation française, dans sa singularité, permet cette interconnexion du métissage. Dans la plupart des pays, les métis n'existent pas. Entendons-nous, il existe biologiquement des métis, car dans tous les pays du monde, l'amour traverse les frontières communautaires. Partout dans le monde, des femmes et des hommes aiment à l'extérieur de leur communauté originelle. Qu'elles soient nationales, ethniques ou religieuses, mélangent leur patrimoine génétique et conçoivent des enfants pluriels. Mais, dans ces pays en général, il est recommandé aux métis de se réclamer une fois pour toutes de l'une ou de l'autre communauté. Il n'y a pas de « non, je vais piocher » et comme je vous l'expliquais juste avant, finalement je trahis le premier principe, le deuxième aussi, et je suis en train de donner de nouveaux fruits, une mutation. Donc là, dans certains pays, c'est, par exemple, où tu pratiqueras l'islam, ou tu pratiqueras la chrétienté. Ou tu vivras à l'occidental, par exemple, ou tu vivras à l'africaine. Et comme ça, dans plusieurs choix qui ont été catégorisés parce que nous avons des différences dans nos manières de vivre. Et c'est ce qu'également écrivait Samuel Huntington dans Le choc des civilisations, c'est que, mine de rien, à tous nous agiter, à vouloir nous faire coexister les uns avec les autres, en fait, on est en train de trahir la vraie identité, la nature des uns et des autres. Et étrangement, il semblerait qu'il n'y ait qu'une communauté qui puisse être moins infiltrée dans ces domaines-là, et entre autres, en termes de tradition et de dire qui est de la communauté, ça se définit par la mère, par la génétique. Là où des blancs le feraient, seraient traités de racistes. Là où le noir, par exemple, pourrait le faire avec sa communauté, et on l'attaquerait directement d'être dans un esprit de suprématie, black power, quoi. Et comme ça, on peut faire la même chose avec les maghrébins, asiatiques, ce que vous voulez. Donc, il y a une question de choix. Il faut pas se leurrer, arrêter comme ça d'être béni oui, non mais il peut mélanger les deux, de toute façon, comment dirais-je, on fera avec, vivons avec notre temps, tout s'est toujours transformé, non. Je veux dire, il y a des choses qui sont très très longues à se mettre en place, c'est pas pour qu'en 2 ou 3 générations,
pouf, tout soit balayé et finalement que ce qui était, on va dire, de l'ordre de la culture européenne, on devienne une culture africaine. Certainement pas. Et inversement, j'espère pas que les cultures africaines soient imposées de transformation pour être occidentalisées. Qu'on se comprenne bien. Et c'est là le drame d'aujourd'hui. On veut que dans une même ville, eh bien, il y ait comme ça tous ces restaurants sushi, tous ces restaurants donc asiatiques, les autres qu'on y ajoute les kebabs turcs, et puis comme ça on mélange. Et que resterait-il vraiment sur ce territoire de majoritaire normalement de la façon de manger à la française? Rien. Dans les tenues vestimentaires, il en est de même. Dans même la manière, quelque part, de se comporter en société, là où hier, avant la séparation de l'Église et de l'État, c'était du catholicisme. La France, c'était la fille aînée de l'Église. D'accord? Un titre qui a été obtenu peut-être tardivement, mais quoi qu'il en soit, c'était efficace et ça correspondait avec la population. Puis, le regroupement familial a dilué. Et nous avons eu toutes ces vaches également françaises qui ont été là, ah, tiens, l'enfant métis. C'est devenu un effet de mode, l'enfant métis, la publicité, comme dans les films. Et comme ça, petit à petit, ces vaches se sont données finalement à ceux qui n'ont pas la même culture. Ils ont vécu 3 ans, 5 ans avec elles pour certaines, et ils les ont larguées. Parce qu'elles sont peut-être trop dévergondées. Ou, comment dirais-je, leur façon de manger, ça n'a strictement rien à voir, elles ne supportent pas les épices, ou encore bien d'autres choses. Vous voyez, là, je vous sors des petits exemples comme ça de premier niveau. Mais même dans les rapports humains, dans la vision de la famille, là où pour certains, ils peuvent avoir 4 femmes, ils sont polygames, polyamours, nous, l'Europe, c'était principalement de la monogamie. D'accord? Et c'était en plus, en général, aller au pays voisin qui était le département voisin tout au plus. D'accord? Et encore, même, j'exagère des choses. Aujourd'hui, ils sont là, ils veulent mélanger, je sais pas, un Français avec un Africain ou avec un Asiatique. À quoi bon? Et ça, c'est mené en plus à des problèmes. C'est pas pour rien, de toute façon, si aujourd'hui, en dehors de la mauvaise alimentation, de la pollution, on est beaucoup de personnes qui sont handicapées ou avec des problèmes de santé, etc. C'est aussi le métissage. Le métissage, c'est la pire des choses quand ça devient un système comme ça classique. Que l'on retrouve dans les publicités, que l'on retrouve un peu partout d'ailleurs. Et c'est étrange parce qu'il y a toujours ce message qui va être porté, la culpabilité du colonisateur, du colon quelque part européen, faisant oublier la colonisation des barbaresques, faisant encore comme ça effacer de l'histoire ce que Pape Ndiaye pourrait dire, mais bien d'autres, l'exploitation d'Africains sur des Africains, ce que l'on voit encore aujourd'hui. Et ça, c'est omis. Et finalement, on se retrouve après avec, en effet, des sortes de vaches, bonnes caspertraires. Et c'est des serpillères. Elles font un migrant, 2 migrants. Et puis au final, après, voilà, ça devient ni plus ni moins des sous-femmes. Il faut dire les choses. Et donc, elles n'ont plus de respect, elles ne peuvent plus appartenir à un peuple résultat. Ça, c'est du déchet. Vous voyez, c'est l'excédent, c'est trop. Regardons la suite. Mais dans ce pays, en général, il est recommandé donc aux métis de se réclamer une fois pour toutes de l'une ou l'autre communauté. On remarquera que dans les mixités, je vous avais mis un petit tableau là, 45 000 mariages de Français et Françaises avec des étrangers. La plupart, c'est les vaches françaises qui vont aller comme ça régulariser les étrangers. Et vous remarquerez eh bien, qu'elles n'ont aucune fierté, aucune dignité. C'est-à-dire qu'au moment où elles sont en couple, c'est jamais leur culture, celle de leur père ou de leur mère ou même des grands-parents qui vient s'imposer dans le foyer familial. Non, c'est elle se soumet au régime alimentaire de celui qu'elle a été chercher. Elle se soumet comme ça à une autre culture au point même où elle a 2 doigts d'insulter ses ascendants. De sales colons, comme ça d'avoir fait des guerres immondes. Et celui avec lequel elle s'est mis, genre la culture de l'autre, elle est parfaite. Il n'y a aucune tâche. C'est vraiment, c'est vendu jour et nuit. Magnifique. C'est un embellissement de l'humanité, et quelque part, si vraiment il y a eu des petites zones d'ombre dans leur manière d'agir, et encore, on va dire, dans les récurrences, des fois, des profils qui font les crimes ou les délinquances, on nous dira non. C'est qu'ils subissent encore, en réalité, un passé. Qu'ils subissent une discrimination. C'est pour ça qu'il y a un moment, les Français comme moi et d'autres qui sommes normalement constitués, c'est simple, c'est efficace. On les a repérés, ces vaches. En plus, il y en a beaucoup qui sont des mères célibataires. Donc tout ça, hop, on laisse cantonner de côté. Jouons un problème, non, t'es pas de mon peuple. Tu iras demander à ceux que t'aimais. Et tu les aimes tellement que tu iras peut-être vivre chez eux d'ailleurs. Et puis un jour, comme ça, on sera libéré
de ces parasites et de cette gangrène, de cette gangue sur notre belle nation. Je regarde autour de moi et je vois des Yannick Noah et des Danny Boone, élus personnalités préférées des Français. Tous deux, est-ce un hasard, résultant d'un mélange de culture et de gènes. Je découvre que notre écrivain le plus lu, Alexandre Dumas, d'ailleurs excellent pour le Comte de Monte Cristo, était un métis, que le second personnage de l'État sous la Ve République, Gaston Monerville, était un métis, que les métis franco-africains, eurasiens, franco-maghrébins foisonnent sans bruit dans notre vie culturelle et politique. Léhenri Salvador, Julien Clerc, Arnaud Montebourg, Daniel Picouli, Dieudonné, Fabrice Eboué, Kader Merad, Laurent Voulzy, et il en cite encore d'autres, j'en passe, marquent insensiblement les relations interraciales de notre pays. Je me balade dans Paris. Je vois toutes ces mamans qui promènent un ou plusieurs moutards café au lait, futurs bobos basanés. Plus loin, au-delà du périph', le métissage s'étend dans les classes populaires malgré la double offensive du racisme beauf et du racisme anti-blanc. En France, la question métisse imprègne structurellement notre fameuse identité nationale, mais personne n'ose parler. Allons à la page 13. Les Blancs. Seulement voilà, il y a repentance. La repentance universelle, succédanée du messianisme universaliste de nos aïeux, à laquelle s'adonnent bon nombre de nos compatriotes blancs et plutôt de gauche. Ils sont capables de se flageller, se faire du mal. Excusez-nous pour un pâté dont nous ne sommes point coupables, mais excusez-nous pour notre couleur de peau. Ça, j'ai jamais compris ces sadomasochistes et qui aiment bien comme ça se faire du mal, être insultés, être méprisés. Et se mettre aux pieds de gens qui n'ont rien subi, mais qui s'inventent des ascendants ayant eu tel ou tel moment difficile. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas responsables de ce que nos parents, grands-parents ou autres ont fait. Nous réagissons que pour nos actes, devant Dieu il en sera de même. Donc si vous avez des gens qui viennent vous voir et qui voudraient vous faire culpabiliser, dites-leur d'aller se faire enculer. Direct. Dites-leur, je m'en bats les couilles en fait. Comme ça. Et puis, s'ils insistent un peu, vous leur direz, et toi l'Africain noir, ils n'ont pas fait comme ça là de l'esclavage, même de certains blancs aussi. Tu crois que l'Égypte, entre autres, si on vous mélange, parce qu'apparemment il y a certains pharaons et tout, c'était des noirs, donc pourquoi pas? Voulez-vous reconnaître de se passer en question avec les pyramides érigées et ce qu'il en a été de l'architecture? Assumez l'esclavage que vous avez fait. Parce que ça s'est pas fait dans des larmes de joie, ça s'est fait dans les larmes de douleur. Les gens étaient mis en esclavage, et pas qu'un peu. Donc ils ont largement précédé les blancs là-dedans. On remarquera que beaucoup de blancs à Haïti ont été faits esclaves, que pareil au niveau des slaves, à l'Est, ils ont été faits esclaves, que le blanc même européen a été mis en esclavage à un certain moment par des juifs, mais aussi par les amis des juifs que sont les barbaresques, les musulmans. Ça c'est important à rappeler. Donc dites-leur immédiatement. Voyez, s'ils ont des revendications, s'ils demandent par exemple le Black Lives Matter un genou à terre, restez debout, restez stoïque. Ne vous soumettez pas comme ça à ce qu'ils voudraient vous imposer. Si vous avez des maghrébins qui pleurent sur ce qui se passe actuellement à l'islamophobie ou autre, dites-leur d'aller se faire enculer pareillement. Puis à un moment, il faut arrêter. On va pleurer sur le sort de tous les autres, se laisser écraser, et eux ils vont arriver et ils continuent comme ça dans leur racisme, sur le colonialisme, alors qu'ils font quoi aujourd'hui ici? C'est du colonialisme ce qu'ils font. À petite dose, comme le dirait Renaud Camus, que je n'apprécie pas forcément, c'est quelque part un génocide à petit feu. Un génocide silencieux, celui du peuple blanc. Ça, c'est une réalité. Donc, on nous dit, ces gens de gauche, pour eux, la culpabilité est consubstantielle de leur conscience de militants des droits de l'homme. Ils sont blancs, donc coupables. Et leur crime s'étale, cascade ininterrompue d'atteinte aux droits des autres, et les faibles, les basanés, les jaunes, les noirs, les arabes, les juifs, bien sûr, ceux qui ont apparemment le plus souffert, de l'esclavage au colonialisme, en passant par l'antisémitisme chronique, le blanc repentant s'est à nouveau retranché pour former une caste différente de celle du commun. La caste des bourreaux de naissance conscients de l'être. Et on connaissait le péché originel avec les catholiques. Je suis péché, pardonne-moi mon père, d'avoir été un descendant d'Adam et Ève et qu'ils aient péché à ma place et je récupère, en gros c'est ça. Et on se retrouve avec une sorte de même répétition comme ça de cette logorée. Excusez-nous de cette société, nous sommes coupables d'un tel passé, veuillez nous pardonner. Enfin bon,
retrouvons du sérieux. C'est bien que l'éducation nationale a clairement fait du contrôle des esprits des gens, premièrement, et puis il y a eu comme ça certains auteurs avec une sorte d'attitude ambiante d'un regret. Parce qu'on rappellera que ce qui se passait, par exemple, chez nos voisins les Belges, avec les parcs d'acclimatation, on voyait des Africains, des tribus africaines comme ça, mises en spectacle comme si c'était le cirque. Vous croyez que c'est l'identitaire blanc qui en a rien à foutre de ces gens qui allaient les voir, ou bien est-ce que c'est pas plutôt ce putain de socialiste de merde qui se donne bonne conscience en se disant comme avec les Uber aujourd'hui, je leur donne des miettes de pain, mais je les fais travailler. Donc prenez cette psychologie et mettez-la dans le passé. Parce que vous pensez pas que c'est les mêmes. Je vais visiter le zoo et en même temps, ce zoo humain permettra à ce qu'ils aient à manger. Oh, les pauvres petits, à l'autre bout du monde, ils n'avaient pas ça. Et peut-être que je leur partagerai la culture. Et avec l'excédent financier, ils pourront prendre des cours. C'est à peu près ça. En fait, c'est toute la chienlit de la société, c'est les socialistes. Les socialistes, quand ils ont voulu s'imposer, puisque c'est un dogme, ils ont donné du Lénine, du Staline, du crime, appartenance à la communauté humaine pour finalement sacrifier ce qui dirait maître ou Dieu. D'accord ? De façon odieuse, on a repéré les mêmes éléments avec le national-socialisme. Et aujourd'hui, le socialisme perdure. Parce que ce que Kalergi tentait de faire, ce qui était combattu par certains, c'était justement le remplacement des Européens. Là où les Allemands ont commencé à péter un plomb, c'est quand ils ont vu que les Français voulaient imposer ce modèle-là de métissage à l'Allemagne. Eux qui avaient su se tenir loin de leur colonie. Eux qui ne reconnaissaient pas justement cette France comme elle utilisait certains, même avec la Belgique, on va dire, certains de leurs cheptels humains. On peut voir ça comme ça à cette époque. Et qu'ils faisaient venir, on pense avant les tirailleurs sénégalais également, à des Congolais par exemple. Et donc ces gens présents sur le territoire, de temps en temps, allaient fricoter les femmes. Parce qu'ils ne venaient pas en famille, il n'y avait pas le regroupement familial. Et même quand il y a eu le regroupement familial, ça a été une mascarade, ils ont fait venir cousins, père et oncle. Et finalement, on s'est retrouvé petit à petit à avoir toujours plus de ces personnes célibataires venues traire ces vaches, qui sont devenues toujours moins irrespectueuses pour elles-mêmes, avec moins de valeur pour leur famille, ayant élevé des rejetons. Et ces derniers, surtout ces dernières, les ayant transformés en salopes, en immondes putes, qui aujourd'hui se retrouvent à fricoter avec un Africain, et puis hop, sur une application, elles vont en faire venir un autre, ah ça a pas marché, elle l'a régularisé, elle va en chercher un autre, et comme ça, et puis après à la fin, c'est tellement un boudin que ce qui se passe, c'est qu'elle est dépressive, il faut payer tout ça, là. Donc elle fait des mariages au blanc après. Ça c'est la réalité de la France. Donc je pense que quand il y a eu un moment de national un peu dans ce socialisme, dans ce marasme quelque part, il y avait un éclair qui venait de se faire. Montrer que la situation française était catastrophique et si ça arrivait en Allemagne, c'était mort. Et le truc, c'est que souvent, nous avons dû d'abord un Hitler contre les Juifs. Parce qu'il combattait les protocoles des sages de Sion. En fait, quand on lit les protocoles des sages de Sion, on s'aperçoit qu'ils veulent combattre l'Église parce qu'elle est trop molle, trop universaliste, et que celle-ci, en plus, a une sorte de correspondance, une définition de miséricorde. Donc de socialisme. Ils voulaient effacer ça, supplanter, pour créer quelque chose de nouveau. Comme le disait d'ailleurs Kalergi, il ne faut plus ces dynasties de sang. Fini les familles Dupont. Terminez les familles Le Guenec ou je ne sais quoi encore. Ça, faut les remplacer maintenant. Il faut que ce soit non plus également les noms des artisans, entre guillemets, qui étaient fort connus de leur temps. Non, il fallait métisser tout ça, créoliser, faire en sorte d'effacer ce que sont les racines. Ne serait-ce que par les noms de famille. Ce que sont après les peuples, ne serait-ce que par le tronc physique, des meubles, des immeubles, de la façon de construire, donc des architectures à la fois du mobilier et de l'immobilier. Et c'était plus profond encore, dans la façon de parler, où chaque région avait, on va dire, ses petits accents, ses mots. Aujourd'hui, tout ça a été remplacé par de l'accent de cité, par du Walla, par du Starfoula, par ce qui nous vient d'Afrique. Pas seulement l'africation, on est même sur une sorte d'africanisation de la France, qui n'est plus la France en deux mots, mais qui maintenant a été constituée en un, métissée là aussi, la France. Donc, on en arrive
à ce qu'avec cette nouvelle quantité d'humains, cette transformation de notre société, parce qu'on se rappellera qu'à certains moments, on nous a laissé entendre qu'il n'était plus possible de fonder des familles. Il y a la guerre qui arrive. Soyez dépressifs. Première guerre mondiale. Et hop, en voilà bon nombre qui passent sur le champ de bataille. Et puis certains qui vont émigrer. Ils vont partir, par exemple, en Amérique, pour refaire une vie. Donc on a, comme ça, la natalité qui baisse. Puis on arrive à un temps de paix, et hop, ça retourne en guerre, natalité qui baisse. Et petit à petit, après, boum, le baby boom, entre autres, ça c'est bien. Mais que s'est-il passé après? Alerte écologie. Faisons paniquer les gens. Montrons-leur que la Terre a des ressources finies. Et comme nous vivons au-dessus de nos moyens, au-dessus, on va dire, de certains pays africains, nous sommes coupables. Et là, on est retourné dans un système sadomasochiste, en disant nous ne devons à la fois plus nous reproduire, nous sommes coupables de polluer la Terre, et en même temps, faisons venir ceux qui vivent dans la misère. Alors, quels ont été les critères analysés? Des pays en guerre? Des gens qui sont menacés par rapport à leur opinion politique, religieuse ou sexuelle? Qu'est-ce que vraiment a été ce droit d'asile qui petit à petit a transformé la France non plus en une terre d'asile, mais en un asile psychiatrique, où on se retrouve avec les gros déchets qui nous viennent, qui sont sous médoc, capables d'aller planter des gens, casser les couilles pour obtenir quelques pièces, et puis encore faisant les cambriolages, harcelant les femmes, etc. Et puis en même temps, pour certains, s'insérant comme ça à prostituer de jeunes femmes, de jeunes filles. Ça, c'est une réalité aussi, qui n'a pas été soulevée malheureusement, et qui était déjà un problème. Même si on n'apprécie pas Hitler, quand il avait écrit à l'époque, il disait « Certains juifs tiennent ces réseaux de prostitution des blanches, mais dans le sud de la France, il y a une autre communauté. » Et il ne l'a pas nommée. On sait très bien quelle a été cette communauté déjà présente avant la Seconde Guerre mondiale, qui était en fait l'un des seuls pays africains avec lequel on avait des liens, puisque sous colonisation. On s'aperçoit que ces gens qui étaient là étaient déjà dans une forme de délinquance à faire de la traite d'êtres humains. Et en alliage, quelque part, on va dire en tissage, vous voyez, à s'emmailler les uns les autres, de ces populations d'ailleurs, venues saboter notre culture, faire s'effriter l'économie, s'attaquer aux êtres humains, etc. Ça a été un drame. Il n'y a pas eu de réveil. Les gens ont tendu la joue, puis à un moment, ils se sont quand même remis sur le devant de la scène. Et il y en a beaucoup qui l'oublient, ça. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils ont déjà construit leur lieu de culte, ils ont créé des associations, ils ont même des fois leur petite infiltration dans des entreprises et dans des réseaux, et donc ils pensent que du jour au lendemain, ils vont nous transformer, nous imposer leur façon de manger, de pratiquer, etc. Mais ils oublient quelque chose. De 1500 à peu près à 1800, on a les barbaresques qui viennent en Europe, Espagne, sud de la France, etc. Et ils font quoi? Ils enlèvent des femmes pour aller les mettre dans les harems. Ils prennent des petits chrétiens et les castrent. D'accord? Ils en font des eunuques. Certains diront, oh, ils n'étaient pas tant que ça, allez, on est de l'ordre de 50 000. Il y a d'autres données qui vont de l'ordre de 300 000. Il y en a qui vont encore au-dessus. C'est énorme et c'est déjà trop. Il y a un jour, en 1830, on a comme ça un député français, en tout cas on a un représentant français qui va en Algérie, et il se croyait supérieur, comme c'est le cas aujourd'hui, comme ces étrangers qui sont là et pas que des Algériens, veulent finalement s'imposer, genre te dire qu'ils sont meilleurs que toi ta culture c'est de la merde, que l'Occident c'est pourri, mais que viennent-ils faire ici? Que viennent-ils gratter ici? Si vraiment c'est si nul, si on est si mauvais, si on est si discriminant. Première question. Et donc ils prennent tellement la confiance qu'à un moment ils mettent des états de terreur. D'accord, on les appelle les pirates, par exemple, les barbaresques, les barbares. Et les Français réagissent. 1830, ils y vont, ils font une descente. Ça n'a pas duré 50 jours. Hein. Ça n'a pas duré 2-3 années, ça a été expéditif. On envoie les gens, ils débarquent. Boum, d'un coup, il n'y avait plus d'adversaires. Ils étaient où, ceux qui faisaient les hommes en question? Il n'y avait plus rien. Ils se cachaient avec la population. Et comme ça, on a eu après d'autres phénomènes qui sont succédés. Et on peut penser à aujourd'hui maintenant. Ils pensent avoir la totale confiance, ont oublié qu'on peut rapidement s'engager en guerre. Ont oublié qui sont les politiques, ceux qui donnent les directives. Dans quelles mains, quelque part, sont les armes? Celles qui sont officielles. Parce que les descentes, ça va aller rapide au niveau des quartiers. Certains qui pensent qu'ils vont comme ça sortir du jour au lendemain, 4x4, Jeep, bam 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 bam, et ils vont impressionner les gens, c'est mal connaître le peuple européen. On a fait même les croisades avant.
C'est pas forcément des fiertés d'avoir des humains qui tuent des humains et comme ça qu'il y ait des conflits, mais c'est pour montrer que l'Europe s'est toujours libérée au bon moment. Elle tend la joue et puis après elle réagit, et là c'est violent. Ça a été pareil du coup pour la colonisation de ces gens, leur mauvais marché, ce genre de choses. Continuons, on a à peu près une demi-heure, je voudrais pas trop avancer pour aujourd'hui dans ce livre, c'était vraiment histoire de vous l'introduire. Regardons cela. Donc le blanc, c'est la caste des bourreaux de naissance, conscient de l'être. Or, dans ce cheminement sombre que représente l'auto-accusation permanente, il faut une référence, un guide, une lumière. Ce guide, c'est le crime des crimes, c'est la Shoah. La jeunesse française blanche, plutôt de gauche, c'est qu'elle porte en elle quelques gènes de pétainisme, complice du génocide des Juifs, et ça, c'est grave. Il y a maintenant presque 25 ans, au moment où le livre nous paraissait, Pascal Bruckner balançait un pavé dans la mare avec son livre qui était Le sanglot de l'homme blanc, un clin d'œil intelligent au White Man's Burden de Kipling. À l'époque, la mauvaise conscience des visages pâles s'appliquait surtout à des enjeux post-coloniaux et à leur relation avec le tiers-monde émergent. Cette culpabilité, cette haine de soi, pour reprendre les sous-titres du livre, ne concernait que les Blancs et leur engagement obligé aux côtés des nouvelles nations décolonisées. Donc l'heure n'était plus, ça y est, à cette idée d'antiracisme, mais plutôt au décolonialisme. Depuis 30 ans, le mal s'est considérablement aggravé. Cette haine de soi, révélée par le contexte international, se décline aujourd'hui sur les plans politiques, social, artistique, sexuel. Bref, les symptômes de la maladie qui n'atteignaient que les membres supérieurs attaquent désormais les reins et le cœur. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Ce tiers-monde que les années 1970 croyaient pouvoir contempler de loin est devenu une part de nous-mêmes. Déjà présent, mais invisible dans les années 1960, les enfants de l'immigration ont obligé la France à regarder à nouveau vers l'Afrique, mais une Afrique née sur les bords de la Seine ou de la Saône. Le petit jeu de cache-cache entre occidentaux culpabilisés et tiers-mondistes complexés devint obsolète dans une société composée organiquement des enfants des uns et des autres. La haine de soi s'est muée en haine de soi contre soi, une espèce de guéguerre civile. Pour être accepté par leurs compatriotes blancs, il est implicitement recommandé aux Noirs et aux Arabes nés dans l'Hexagone de participer eux aussi à l'autodénigrement général et de mettre en avant tout ce qui les distingue du monde des Blancs, c'est-à-dire une partie d'eux-mêmes, ce qui est une injonction contradictoire. Ça, c'est ces enfants d'immigrés qui détestent la manière d'éduquer au niveau de l'école, d'accord, qui n'aiment pas même la France, son système économique, ou encore notre façon de vivre, la liberté des femmes, je ne sais pas, d'aller voter, ou de sortir sans hommes, avec une tenue vestimentaire qu'elles ont déjà sélectionnée, ce genre de liberté en question, eux, ça les rend complètement fous, d'accord ? Et en même temps, ils ont grandi avec ça. Donc ils nient, voyez-vous, une partie d'eux-mêmes. La patrie non gauloise de la société française est trop souvent victime de ce biais schizophrénique, dicté par un certain conformisme qui consiste à dire du mal de la France et des Français pour se faire bien voir des Blancs. Finalement, une version moderne du bon nègre. Allez, ça c'est être bien vu des LFistes, des socialistes, critique la France, dit qu'elle est vraiment le monstre par défaut, celle qui s'est saisie de pays étrangers pour leur voler leurs ressources, qui actuellement fait du racisme systémique, qu'il y a une discrimination systémique. Lutter contre cette France, qui en fait a tout fait pour inclure les nouveaux arrivants, mais apparemment ce n'est jamais assez. Il faudrait leur déposer 1 million sur le compte bancaire, une voiture en bas et une habitation pour que là ils disent ça y est, on est équitable. Il faudrait leur donner aussi des pourcentages quand on a une entreprise du bénéf. Voilà, c'est à peu près ça. On leur donne tout gratuit, mais ce n'est pas suffisant. On voit là une sorte de perversité à l'œuvre, et l'on oublie qu'à vivre constamment dans le regard de l'autre, fût-ce pour le dénigrer, on perd sa substance propre. Les milieux bien pensants du militantisme communautaire anti-blanc vivent toujours à l'heure de Frantz Fanon, sans le savoir. Ce sont des peaux noires au masque blanc. Seul le dessin du masque a changé, ce n'est plus un rire, mais une grimace. Je me souviens de la querelle des responsabilités à propos du Rwanda.
en 1994. On a très vite identifié les génocideurs et les miliciens Interamwe qui tenaient le pays. On a montré du doigt la radio-télévision libre des Mille Collines, la station radiophonique qui semait la haine et encourageait en direct les égorgeurs. On a rapporté les images atroces de massacres à la machette, d'enfants découpés, de femmes éventrées, d'hommes amputés, etc. Est-ce que vous voyez des Blancs faire ça? Non. Ça, c'est en Afrique. En Afrique, quand il y a des règlements de compte, là on pense au massacre du Rwanda, vous avez eu des Noirs qui ont débarqué pour tuer d'autres Noirs, entre autres, des enfants qui les ont découpés, des femmes qui les ont ouverts en deux, des hommes qui les ont amputés. D'accord? On a eu les mêmes images avec certains islamistes du monde arabe, entre autres l'État islamique en Irak et au Levant, où ça joue avec des têtes, ça poignarde des gens, ça aligne des femmes et ça les descend, par exemple, enfin des horreurs que vous ne voyez pas en Occident. Donc, il y a plus de nuances à avoir dans vos propos. Alors après, on sait toujours la petite musique qui va nous être chantonnée. Non mais derrière le Rwanda, c'est les sionistes. Non mais derrière aussi ce qui s'est passé en Irak, c'est les sionistes. Non, en fait, c'est les sionistes partout. Vous voyez, c'est même quand le monde qatari offre, par exemple, un avion à hauteur de centaines de millions de dollars à Trump, c'est les sionistes. Même quand l'Arabie Saoudite tient dans la main Trump et lui favorise le passage alors qu'il s'est engagé avec Israël, non mais c'est les sionistes. Et donc en fait on en arrive même à un point où c'est plus uniquement les américano-sionistes, c'est plus non plus les occidentaux sionistes ou ce que vous voulez, c'est même maintenant les sunnites sionistes, les talmud-islamistes. Et on en arrive à ça en fait, si on poursuit leur logique. Alors que non, le monde est plus complexe. Certes, il y a de l'influence de ce groupe qui est semi-religieux, semi-politique, parce que c'est un peu une sorte de mixture quand on parle du sionisme. Mais n'allégez pas les fardeaux et on va dire les crimes que font par exemple les Qataris ou les Saoudiens. Ne commencez pas à dire que c'est la main de l'Occident ou une autre main qui pilote tout ça. Non. Dans ces peuples-là, il y a aussi des barbares, il y a des criminels. Et ça, souvent, vous voyez, cette musique, en fait, il y a les gentils d'un côté, et puis si vraiment tu vois qu'il y a des groupes méchants qui font des horreurs, comme là au Rwanda, au point de découper des femmes et des enfants, ou encore quand c'est le cas pour d'autres guerres contre les Yéménites et ce genre de choses, ou des Éthiopiens qui sont fait tirer dans le désert par, entre autres, les Saoudiens, teneurs du régime sunnite, hein, là, il n'y a pas de... Allez, faut pas voir le problème directement, non, il y a une main derrière, il y a quelque chose... Arrêtez de vous mentir. C'est important de le rappeler, c'est tout. Puis par la suite, on a senti une vraie frustration chez les dénonciateurs, voire une sorte de malaise, comme si l'ordre des choses avait été modifié par une tragédie qui, du fait de son ampleur, a intégré le club restreint des grands génocides du XXe siècle. Ça y est, c'est pareil quand on parle de génocide. Il y en a, ils vont vous dire en Palestine, c'est un génocide. Excusez-moi, les complices à ce moment-là seraient les Égyptiens, qui depuis de nombreuses années ont fermé leurs frontières. Les autres complices seraient, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui n'a rien fait, alors qu'elle en a des milliards et des milliards, pour établir, je ne sais pas, l'envoi de bateaux et les retirer à un certain moment pour, en attendant, les mettre en sécurité. Donc, ni l'Arabie Saoudite n'a réagi, ni les Qataris n'ont réagi. Même les représentants de ce monde palestinien, quelque part, ont réagi, mais moyennement, mollement. Nous remarquerons quelque chose. C'est qu'il n'y a donc pas les méchants d'un côté qui seraient uniquement les sionistes, etc., et les gentils de l'autre. On voit que la pourriture est ambiante. Et il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ça, qui vient de m'échapper, c'était sur les génocides. J'avais une réflexion qui va rester de côté, c'est pas grave. Le génocide, comme je vous le disais tout à l'heure, par silence, quelque part, des Européens. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que souvent, on nous mobilise, par exemple, là, c'est de la guerre entre deux États, d'accord, avec des possibilités militaires qui sont totalement différentes, d'accord, des stratégies qui ne sont pas les mêmes. Certains avancent, mais avec des soutiens de pays qui peuvent envoyer des munitions, du matériel, même des fois des hommes, et d'autres, on les caractérise plus de mercenaires, voire de terroristes, puisqu'ils n'ont pas été structurés par, je ne sais pas, soit leur pays immédiatement, ou encore les soutiens qataris, saoudiens, ou ce que vous voulez.
Mais là où j'en viens, c'est quoi? C'est qu'on a eu à peu près 50 000 morts, ce qui est déjà trop, beaucoup d'enfants, de femmes, etc. Mais ces mêmes gens qui dénoncent ce qui se passe à l'autre bout de la planète oublient que, par exemple, pour l'Europe, chaque année, juste à cause du fait que tu conduises ta voiture par les particules ultra fines, c'est plus de 30-40 000 décès qui pourraient être évités. Vous voyez? Donc c'est aussi, c'est-à-dire, on vise pas une population parce qu'elle est de cette couleur entre guillemets ou autre, mais l'utilisation quotidienne de certains appareils conduisent à produire la mort. Pareil pour ce qui va être du coup de la mauvaise bouffe, entre autres. Donc vous voyez, les gens ils se focalisent, on va dire, sur un certain point d'horreur, mais ils en oublient totalement ce qui se passe ici. Des entreprises avec des additifs dans la bouffe qui tue. Et bien d'autres choses encore. Il faut toujours que je sois appelé, dérangé. Ce que je veux dire par là, c'est pareil. Il y a l'Ukraine qui est encore, si on reste à ce moment-là, sur un terrain de guerre. Parce que vous me direz, sinon la bouffe, c'est pas la guerre et comment dirais-je, la pollution n'est pas la guerre. Ok. Restons sur une zone de guerre. Vous entendez les pro-palestiniens parler des Ukrainiennes, que ce soit les enfants ou les femmes ukrainiennes qui ont disparu aux frontières? Vous les entendez avoir un peu de cœur, appeler à une minute de silence dans les écoles ou autre? Non. Vous les voyez sortir, faire des manifestations, ouvrir des cagnottes, je ne sais pas, pour les recueillir? Non. Donc pourquoi nous on devrait pleurer quelque part ce qui serait entre guillemets leur mort, et eux, quand ça concerne des Blancs, des Ukrainiens, etc., ils en ont rien à branler? Ils diront non mais c'est un autre phénomène, c'est encore plus grave limite. On a des enfants qui disparaissent aux frontières et qui se retrouvent dans les réseaux de proxénétisme. C'est le cas en Palestine? Non. Donc pour moi c'est encore plus grave ce qui se passe. Nous avons des femmes enlevées, prostituées de force. Nous avons des gamines qui subissent des ogres. Et on aurait les moyens financiers, on n'appellerait même pas à ouvrir des corps armés et investir dans des hélicoptères ou je ne sais quoi, juste dans des enquêtes pour les faire tomber. Personne. On a eu les médias qui nous en ont parlé à peu près, je crois que c'était aux alentours de 2022, par là, depuis plus rien. Silence radio. Donc ils sont bien beaux ceux qui chialent, on va dire, à géométrie variable, parce que tu leur parles de cette histoire, ah ouais, mais ils ne se sentent pas touchés. Parce que pour eux c'est pas des musulmans, c'est des koufars, ou parce que c'est pas justement dans leur région, on va dire, d'arabes, etc., et que c'est des blancs, donc ils en ont rien à branler. Eh bien, dans ce même état d'esprit, encore nous on est déjà un peu plus respectueux, on n'en a pas rien à branler, mais on leur dit en gros arrêtez de nous faire votre propagande. Hein. Les réseaux sociaux, vous envoyez certains comme ça, qui sont gras comme des cochons, et qui vous disent qu'ils n'ont pas à manger, on se moque de qui? Ils ont les derniers téléphones en main, ils sont là habillés fraîchement. Hein. Alors, ils ont des problèmes pour l'approvisionnement de l'eau, par contre la machine à laver elle tourne correctement, les habits sortent tout propres, intacts, tu les vois à coiffure, les cheveux à peine gras et en plus à peine secs dans des régions pourtant où le soleil frappe durement. Donc c'est-à-dire qu'ils ont les produits d'hygiène, ils ont tout ce qu'il faut. En fait, c'est du détournement d'argent. Et l'autre jour, j'ai entendu, je crois que c'était comme ça chez Bassem, j'écoutais, il y a quelqu'un qui intervient et dit « Ouais, il faut absolument donner. Aujourd'hui, pour faire rentrer, c'est hyper compliqué. » Il dit « Mais il y a quand même un système, je crois que c'était avec les Saoudiens, un truc comme ça. » Il dit « Sauf que sur place, en Palestine, le sac de riz et par exemple d'autres vivres, c'est passé à 500-600 $ au lieu, je ne sais pas, par exemple de 50 ou 100 $. Donc ça a été multiplié par 6. En fait, c'est qui prend le pognon ? Pourquoi c'est multiplié autant ? S'ils veulent, les très riches qui en soi sont en train de spéculer là, sur cette misère, ils font venir directement plein de bateaux, ou encore comme on l'a vu, ils font passer des avions avec l'autorisation de l'Égypte entre autres, pour envoyer des vivres alimentaires, avec des vivres, des provisions. Pourquoi c'est pas fait ? Parce que ça rapporte, et que c'est un détournement d'argent, et si ça dure comme ça dans le temps, c'est que beaucoup mangent. Il est question de milliards. Et je vous en avais parlé également des ONG, organisations non gouvernementales, qui sont entre autres en train de faire une sorte de djihad de terrain. Ils veulent absolument que les situations restent catastrophiques parce que ça fait des belles vidéos entre guillemets qui sont dramatiques, ça fait des images qui heurtent et eux derrière ça rapporte. Ça fait des campagnes publicitaires, ça envoie des mails, ça même des marches sur le téléphone, ça ouvre des cagnottes et tout ce que vous voulez. C'est bankable. Certains me diront que je suis fou, que la situation, je n'ai pas compris, non, il n'y a aucune instrumentalisation. Réveillez-vous. Regardez. Follow the money, comme il est dit. Suivez la monnaie. Prenez le nom des assos qui sont montées là-bas. Depuis quand elles existent ? Commencez à remonter après avec les banques, entre autres Qatar ou saoudiennes. Hein ?
Et là, vous comprendrez pourquoi, en réalité, vous les voyez même les autres en train de jouer dans ce jeu-là, qui s'enrichissent. Vous croyez que tous les Palestiniens vivent la misère? Il y en a certains, ils s'enrichissent durement, hein. Ça a ouvert des TikTok, ça a, comment dirais-je, mis tout le service marketing. On en voit certains, ils font ceux qui sont blessés, et puis tu les retrouves dans une autre vidéo, ils sont intacts, mais cette fois-ci, ils sont avec une blouse, et tu les retrouves encore dans une autre vidéo. C'est la propagande. Vous voyez, c'est comme des images d'intelligence artificielle, et en fait, tu es obligé de regarder le détail pour comprendre. Tellement, au fur et à mesure, c'est là pour te tromper. C'est facile. En fait, ils jouent avec le premier niveau, l'émotionnel. Et le pathos. Et après, pour faire leur jeu. Parce que l'objectif, là, c'est pareil. C'est d'arriver à l'idée qu'il n'y a plus vraiment de peuple... comment je pourrais dire ça? Autochtone. Nous sommes issus d'un mélange, partout. Et c'est dramatique. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on pourra aller plus loin. Plus sérieusement, donc, les centaines de milliers de familles endeuillées par l'un des épisodes les plus épouvantables de l'histoire africaine méritent mieux qu'une vulgate inspirée par le nombrilisme français. Insensible, bien que n'étant pas dans le secret des dieux et ne connaissant pas le détail de l'histoire, je retrouve alors mes vieux copains les Blancs, ceux qui sont persuadés que les Noirs ont été, sont et seront toujours des objets que l'on manipule, mais jamais des sujets qui agissent. Et ça c'est pareil, c'est « oh le pauvre petit noir », oh, même dire noir, et dans certaines familles, c'est en mode « ah non, on ne dit pas noir, on dit plutôt, on essaie de dire black ». Non, on est français. Et moi, j'étais un peu, enfin, on va dire quand j'étais plus jeune, matrixé dans cette idée-là de... tu vois, tu peux pas dire noir, faut essayer de... Enfin, même pas parler de leur couleur de peau, tu vois. Puis j'ai traîné avec des noirs en grandissant, ou à Seine, etc. Ils me disaient, moi je m'en branle, tu vois, me dis même pas black, en fait, tu me dis black, c'est raciste, on est français, tu me dis noir, il n'y a pas de souci, moi je te dis blanc, il y a quoi? Et c'est comme ça que tu vois qu'en fait, certains parents étaient matrixés par la bien-pensance et plus cette société qui t'interdit quelque part de décrire l'autre, au point où l'antiracisme a amené à ça finalement, à ne plus pouvoir définir les différentes variétés d'humains qui existent. Genre c'est au nom de l'universalisme, on a tous la même boîte crânienne, on est tous de la même couleur de peau. Non, il y a des différences, et il y a certaines caractéristiques qui dépendent des peuples. De là après à hiérarchiser en termes d'intelligence, ça c'est une erreur, mais en revanche en termes de différence, c'est ni plus ni moins complémentaire. Parce que l'un n'a pas, l'autre l'aura, etc. Et c'est comme ça que c'est appréciable. Et à Rome, vit comme chez les Romains, en France pareil quelque part. Et ça, ils l'ont oublié, les autres. Ils ne veulent plus faire de différence. Ils sont fermés. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. On verra la suite plus tard. J'ai beaucoup divagué, mais parce que c'était la reprise et je voulais quand même, comme ça, réinjecter certains sujets. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Alors, je regarde ça. Ok. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. La vérité est notre avenir. Bye.